Salam alaikum Azzoul Filaouen, bonsoir. On va bien sûr, cette deuxième partie de la rétro-info de la semaine. On a bien sûr parlé dans la première partie la disparition donc de Liamin Zarwel, Rabbi Rahmou, mais aussi la journée nationale de l'avocat et la réalité des droits et des libertés en Algérie. On est revenu aussi sur l'adoption de la révision constitutionnelle à l'unanimité par les deux chambres. Donc, bien sûr, la question sera posée à notre ami Azdin Toumi qui est avec nous. Rappelons donc nos invités. Dr Sidi Mnad, Ahmed, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone, est avec nous depuis Vienne, la capitale de l'Autriche, mais aussi Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachid, est avec nous aussi depuis Paris, et Azdin Toumi, militant politique, est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Azdin Toumi, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette adoption de la révision constitutionnelle, technique constitutionnelle, donc à l'unanimité par les deux chambres? Est-ce que, bien sûr, le fait de voir aucune opposition, aucun député n'a voté contre cette révision technique, qu'est-ce que cela veut dire, Azdin Toumi? Cela veut dire d'abord que ces assemblées, les deux chambres, c'est des assemblées de façade. D'abord, qui ne représentent pas le peuple algérien, parce on a vu comment s'est déroulées les élections législatives de 2021, où le pouvoir a été obligé même de verser de l'argent pour les jeunes pour qu'ils puissent se présenter à ces députations. Parce que se sont déroulés dans un contexte où il y avait encore la colère du peuple, où il y avait encore cette dynamique qui était le Hirak. Et donc le peuple algérien, dans sa globalité, ne s'est pas investi dans ce processus. Donc aujourd'hui, encore une fois, le pouvoir avait apporté la preuve que ces deux chambres ne représentent pas le peuple algérien. Il n'y a pas eu de débat. Et puis ça va rester dans l'histoire de notre pays que ces assemblées, c'est eux c'est elles qui ont fait passer les amendements sur le code pénal avec le fameux article 87 bis. C'est eux qui ont voté la nouvelle loi sur les mines qui permettrait aux sociétés étrangères de détenir jusqu'à 80% des richesses du pays. C'est eux qui ont voté la loi sur les partis politiques qui donne le droit à l'administration sur les partis politiques. Et ça, c'est un verrouillage de plus. Et puis là, dernièrement, ces deux assemblées ont voté ces amendements qui n'ont rien de technique parce qu'ils touchent vraiment au fonctionnement des institutions, notamment le prolongement du mandat du Et là, c'est important ce que vous êtes en train de dire, Azdin, parce que la question que vous avez soulevée, c'est pourquoi ne pas assumer clairement la dimension politique? Pourquoi parler de changement technique? Parce que assumer la dimension politique, c'est aller au référendum. Il peut pas le faire parce qu'ils savent très bien que même dans le contexte actuel, le peuple algérien, dans sa globalité, dans sa majorité, donc il reste quand même un acteur dans le boycott. Ces dernières années, l'abstention a été toujours très importante. Et ils savent très bien qu'aller à un référendum, ça aurait donné le même résultat. Moi, personnellement, j'imagine que les Algériens ne sont pas intéressés d'aller se déplacer pour donner leur avis sur une constitution, d'autant plus que quand elle a été déjà votée, proposée en 2020, elle n'a même pas eu un quart du corps électoral, c'était moins de 25% de voix. Donc c'est un désaveu déjà. Donc encore une fois, ils ne voulaient pas prendre ce risque d'aller devant le peuple algérien et se faire désavouer encore une fois. Donc ils ont habillé ça comme des amendements techniques. Mais notre lecture, c'est que
c'est que on ne doit pas oublier que le pouvoir est en train de chercher le moyen de se maintenir au pouvoir. 2029, c'est pas loin, hein, c'est bientôt. J'imagine que la bataille pour la succession ou la continuité ou le changement de clan, on peut appeler ça comme on veut. Nous sommes dans ce processus-là et cet amendement ne peut constituer qu'une base à quelque chose, qu'une première étape ou une étape dans ce processus. Certainement, il y a un coup d'après. Le pouvoir, c'est sûr qu'il est en train de travailler sur ce coup d'après. Nous sommes en train de rester peut-être ici de débattre technique ou pas technique, etc. Mais lui, il est déjà dans une autre étape. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont exclu de toute cette équation, ils ont exclu le peuple algérien. Et il n'a pas été consulté sur ces amendements, ça, un. Deuxièmement, ils sont en train de l'exclure à travers toutes ces lois qui sont en train d'être adoptées et promulguées pour verrouiller le champ politique et médiatique, pour ne pas permettre au peuple algérien d'avoir un avis, d'avoir une parole, d'avoir la possibilité de décider de son avenir. Donc, encore une fois, d'ici 2029, le peuple algérien sera certainement exclu de ce jeu politique. Dans le pouvoir, il va se subsidier à lui-même à travers peut-être probablement soit des élections qui vont aboutir à une alternance de clans ou bien une continuité en cherchant n'importe quel fatwa de la Cour constitutionnelle ou ailleurs. Voilà. Ceux qui ont soulevé, Azdine, je m'excuse très rapidement, Azdine, ceux qui ont soulevé donc un éventuel troisième mandat, et pourtant la Constitution actuelle, comme elle est, ne permet pas un troisième mandat. Donc elle limite un maximum 2 mandats. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui ont soulevé cette question très rapidement, Azdine Toum? Moi, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la personne du chef de l'État, troisième mandat en continuité. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper du débat. Le vrai débat, c'est la continuité du régime, c'est la continuité du pouvoir lui-même, au-delà des personnes. Voilà, le plan, c'est comment se maintenir pour préserver les intérêts des uns et des autres. Peu importe celui qui va venir après 2029, soit c'est dans la continuité, soit un autre mandat, mais en tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est un changement de régime, c'est un changement démocratique, c'est une alternance démocratique, pas une alternance de clans, mais une alternance démocratique qui permettrait à tous les Algériens à jeu égal dans l'égalité des chances de tenter sa chance et de s'investir pour avoir le pouvoir dans le pays. Mais là, on est loin de ce schéma-là, y compris cet amendement qui permet au chef de l'État de dissoudre les assemblées locales. Encore une fois, c'est une manière, c'est un message pour tous ceux qui vont se présenter à ces élections locales ou législatives, que le pouvoir qui leur a été donné par le peuple, en fait, ne vaut rien du tout devant la volonté du chef de l'État qui pourrait mettre fin à ce mandat à tout moment. Donc, le pouvoir est en train de s'assurer d'avoir une carte politique sur laquelle il a la même mise, il a le contrôle, et où les assemblées qui vont sortir de ces élections seront complètement acquises au pouvoir. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Bien sûr, on va entamer le volet diplomatique avec la visite de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien donc, en Algérie. Elle a soulevé dans son point de presse la question donc, du gaz de schiste, la coopération pour l'extraction et l'exploitation du gaz de schiste, mais aussi la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, en Algérie, et le contraste sur la convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France par le ministère des Affaires étrangères. D'abord, on va regarder cette petite vidéo, Giorgia Meloni qui parle de gaz de schiste.
المجالات حيث ممكن أن نعزز هذا التعاون يعني في الطاقة زي ما تفضل فخامة الرئيس تبون هنالك قررنا أن نعزز هذا التعاون القوي تعاون القائم بين الشركتين إني والسوناتراك وذلك عن طريق العمل على جبهات أو مجالات يعني جديدة زي الغاز الصخري والاستكشاف أوفشور يعني بحري وهذا بغية لتقوية الإمدادات للغاز من الجزائر إلى إيطاليا فلا يقتصر هذا التعاون إلى هذا المجال فقط بل هنالك الكثير من المجال. Voilà, même dans le visage de Abdelmadjid Tebboune avait l'air d'être étonné quand elle a mentionné donc le gaz de schiste, Giorgia Meloni. Rappelons donc les titres de la presse par rapport à cette visite. L'Algérie, un partenaire d'une importance stratégique majeure pour l'Italie, le gaz non conventionnel et l'offshore dans le viseur de l'Italie. On parle, Tebboune et Meloni décident d'étendre la coopération INI-Sonatrach à l'exploration offshore. L'Algérie envisagerait de revoir les mécanismes de tarification de ses exportations de gaz naturel vers l'Europe dans le but d'optimiser ses recettes dans un contexte de tension sur l'offshore et le prix élevé selon donc les informations rendues publiques par Taqa. Mais aussi donc Meloni a parlé du gaz de schiste. Et là, Dr Sidi Mennet, je sais que vous suivez cette question de très près, vous êtes très très critique par rapport à ce dossier. Et qu'est-ce que cela veut dire quand on parle encore une fois du gaz de schiste, et cette fois-ci par Giorgia Meloni, qui dit qu'il y a des pourparlers et on peut exploiter ce gaz de schiste en collaboration donc avec Sonatrach. Oui, tout d'abord, Nasser, j'aimerais préciser, comme je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas un analyste politique, je me refuse cette qualité parce que c'est loin d'être le cas. Votre invité tout à l'heure parlait d'une boîte noire. Et donc, quand c'est une boîte noire, moi, personnellement, je m'y perds. Bon, je suis peut-être observateur, donc j'observe. Et premièrement, c'est un voyage, je crois, de quelques heures. C'est dire que ça a été fait dans l'urgence. Il y avait une question urgente à régler, et donc on sait de quoi il s'agit. Là au moins ce n'est un secret pour personne. C'est pour des besoins énergétiques qu'exprime l'Italie et éventuellement l'Europe, parce que elle était aussi la porte-parole de l'Europe pour assurer une certaine fluidité en termes d'approvisionnement en gaz naturel pour l'Italie et bien sûr pour l'Europe. Ceci dit, il est évident aussi, et ça on le voit à travers les déclarations notamment de Sonatrach et autres, que même si on voulait augmenter notre distribution de gaz à travers notamment maintenant l'Espagne, l'Italie, l'Europe, etc., nous n'avons pas cette capacité de l'augmenter en claquant des doigts. Il y a des conditions qui font qu'aujourd'hui on est limité. Donc, bien sûr, on ne le dit pas assez. Il semblerait, je mets ça au conditionnel, qu'on ait arrêté d'approvisionner les cimenteries. Il semblerait qu'on ait réduit de 50% l'approvisionnement en gaz pour tout ce qui est production d'engrais, ce qui est quand même étonnant parce que c'est quelque chose de primordial pour notre économie. Ça veut dire qu'on essaie de dégager des quantités possibles pour nos amis italiens et aller savoir aussi nos amis espagnols. On est prêt à tout. C'est ça le message que je lis, moi. Allez savoir qu'il n'y a pas des réductions d'approvisionnement au niveau donc interne. On ne nous le dira certainement pas. Et puis, ce sont des gens, les Italiens, les Espagnols, les Européens en général, les Occidentaux, dirais-je, voire les Chinois, les Russes et tout, ne s'arrêtent pas à une considération d'une année ou deux. Ils voient plus loin. Et plus loin, c'est quoi? C'est le gaz de schiste. Donc, ce gaz de schiste qui est lorgné de partout. Il faut savoir que c'est pas simplement les Italiens.
Il paraît que les Espagnols ont manifesté leur intérêt lors de la visite de ce président, du ministre des Affaires étrangères, parce qu'il faut lire aussi sur leur site web. C'est dit d'une manière implicite. Et également les Américains, on le sait, les Chinois et apparemment même les Thaïlandais, etc. Donc ce gaz de schiste fait l'objet d'un intérêt qui moi, m'effraie beaucoup. Mais ce qui m'effraie plus... Pourquoi, oui. Docteur Sidi Mned, pourquoi, alors que du côté d'Alger, on parle que l'Algérie, Al-Majid Tebboune, il dit que l'Algérie respecte ses engagements en tant que partenaire stratégique et fiable de l'Italie, en termes aussi de coopération sur l'énergie. Et pourquoi l'Algérie ne pourra pas exploiter, d'après vous, cette opportunité qui est par rapport à la situation que vit le monde actuel, cette crise énergétique et cette guerre au Moyen-Orient contre l'Iran. Pourquoi l'Algérie ne va pas exploiter cette occasion ou cette carte de gaz de schiste? On va écouter dans ce passage le chef de l'État parler donc des réserves de l'Algérie. Lui, il dit que l'Algérie est la troisième pays dans le monde en termes de réserves de gaz de schiste. On l'écoute. الغاز دو شيست نتاعك عندنا ثاني او ثالث مخزون عالميا. هذه ما يخوفش الجزائريين، يخوف الناس اللي هتصدر في الغاز، ما باغيينش الجزائر تجي للسوق. هذا ما كان. ما دام فيه قابليه للرفض والانتقاد وكذا واستغلال الديمقراطيه اللي موجوده عندنا يحركوا لنا. فيه امور استراتيجيه، فيه امور فيه كذا فيه كذا، ولكن هذا الغاز دو شيست ما هي با كو لو غاز دو شيست، هي الويل دو شيست، هي البترول دو شيست، هذه موجود عندنا. دونك تقوي انتاجك في البترول، تقوي انتاجك وتصبح يعني الدوله الثانيه ولا الثالثه في العالم من ناحيه الغاز. اذا استمرينا في الرفاه لاننا نبنوا فيه في وطننا ويدخل الغاز لكل البيوت وشيء طيب يعني غدوه واش تصدر؟ ما راك تصدر الفلاحه، ما عندك صناعه تصدرها وتزيد الغاز تاعك ما تصدروش والحفظ الله. Voilà, Al-Hafidullah. Docteur Sidi Mned, Tebboune, il dit qu'ils ne veulent pas que l'Algérie soit un acteur quand il s'agit donc du gaz de schiste. On ne sait pas, il parle de qui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout d'abord, il y a un intérêt stratégique, tant pour l'Algérie que pour les clients de l'Algérie. Mais comme le dit si bien le chef de l'État, ما نصدروا لا للفلاحة لا من الصناعة لا من جهة أخرى. Donc, واش حبيت تصدر؟ كيفاش حبيت تعيش؟ En fait, comment voulez-vous nourrir le peuple algérien si ce gaz de schiste, nous le laissons sous terre? Ça, c'est d'une gravité extrême. Pourquoi? Parce que cela veut tout simplement dire, Rana, dans la rente, nous continuons dans la rente. Advienne que pourra. Mais soyons sérieux. Souvenez-vous, vous comme moi et beaucoup d'Algériens se souviennent que nous parlons de sortir de cette rente pétrolière depuis les années 70. Chaque 5-6 ans, on nous rappelle qu'il faut absolument sortir de cette rente pétrolière, gazière, etc. Quand on sait qu'aujourd'hui, ce sont les chiffres de mon organisation, l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, qui dit que nos exportations aujourd'hui sont basées à 94%, tenez-vous bien, 94% par les hydrocarbures. C'est-à-dire la rente Mprina, on n'en a pas bougé. Il y a eu même des années où on a augmenté la rente par rapport à ce qu'on pouvait exporter d'autres. Donc voilà, le chef de l'État le dit d'une façon claire. Alors qu'on nous a vanté les mérites de la nouvelle Algérie, je crois qu'il ne se passe pas un jour, et vous allez être d'accord avec moi, où on ne nous annonce pas de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures industrielles, une nouvelle politique agricole, une nouvelle politique énergétique. On nous parle même d'hydrogène vert,
d'un parc solaire. Finalement, tout ça n'est que du futur. On parle que du futur. Aujourd'hui, c'est le présent qui l'emporte, le présent et je dirais le futur peut-être immédiat, pour faire en sorte qu'on reste dans la rente, y compris, et vous le savez très bien, toutes ces exploitations de mines qu'on nous annonce d'une façon tonitruante, être les plus grands méga-projets, machin, Garage Bilet, El Hamza, Bled El Hadba, etc. Ça va être aussi de la rente. On le voit. Regardez tous les sites étrangers qui parlent de ces projets, où ces compagnies sont intéressées par ces projets pour dire que c'est pour l'exportation. Et là, également, nous allons encore exporter une richesse du sous-sol, mais qui comporte d'énormes dangers. Et on en a très parlé. Rapidement, quels sont ces dangers, docteur Sidem? Oui, bon, je n'invente rien en disant que d'abord le premier danger, c'est la nappe de l'Albien qui est vraiment en danger dans ce cas-là, parce qu'on nous dit notamment, et je le lis sur les sites de Chevron et d'ExxonMobil, notamment ExxonMobil, qui dit « Nous avons rassuré nos partenaires de Sonatrach que les erreurs commises aux États-Unis, nous tenterons de ne pas les commettre en Algérie. » Vous vous rendez compte? Ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a eu des dégâts incommensurables aux États-Unis, malgré ce que nous dit le chef de l'État, où il y a un puits entre deux villas et que tout se fait dans les normes et qu'il n'y a aucun problème de pollution. Mais moi, je reste bouche bée. Qui donne ces informations au chef de l'État? Parce que d'abord, il y a, encore une fois, le danger sur la nappe de l'Albien, les remontées de sel et qui vont encore stériliser les sols au niveau de ces zones d'exploitation. Il faut savoir que pour une zone d'exploitation, il faudra des milliers de puits. Chaque puits va consommer entre 10 000 et 30 000 mètres cubes d'eau pour le forer, sur 2 à 5 jours. Donc, il faudra des centaines, des milliers de puits pour pouvoir rendre la zone qui va être explorée exploitable. Donc, on va étendre ça partout. Et puis, quand le chef de l'État, et vous ne l'avez pas passé, il dit ça se passe dans des endroits désertiques où il n'y a absolument rien et tout, je suis désolé. On ne peut pas dire ça d'une partie de son pays. Parce que le Sahara, le Sud, est un écosystème d'abord qui est fragile et qui se fragilise de plus en plus. Il y a de la vie, il y a de la biodiversité qu'on le veuille ou non. Il suffit juste de s'y intéresser. Il y a même des gens qui habitent. Donc, dire on peut faire tout ce qu'on veut là-bas, il n'y a aucun problème. Et puis, dire la nappe est loin. Comment la nappe est loin? De quelle manière on va alors faire la fracturation hydraulique? Avec de l'eau venant d'où? Il y a des contradictions extraordinaires que les journalistes auraient dû rapporter. Je suis désolé, c'est leur rôle. Disons, mais attendez... la nappe, elle existe bien. Elle existe sur différents niveaux. Ça part d'une centaine de mètres jusqu'à 2000 mètres. Et cette nappe-là, elle est au-dessus des gisements de gaz de schiste. Donc, vous vous rendez compte, il suffit d'une fissure, il suffit d'une erreur et personne ne pourra contrôler ces gens-là. On le sait très bien. Quand ils vont exploiter ces veines pour aller jusqu'au gaz de schiste, il y aura des dégagements de méthane, il y aura des dégagements de produits chimiques. Il y a à peu près entre 600 et 700 produits chimiques qui seront utilisés pour fracturer la roche. Et c'est quelque chose qui est quand même inacceptable, si j'ose dire. Après, on nous dit unité de traitement et de recyclage de ces rejets. Là aussi, qui va contrôler ces unités de traitement? Avec quels moyens? Et vous savez que ces eaux, une fois traitées, entre guillemets, vont être réinjectées dans le sous-sol. Donc, si elles sont maltraitées, si elles ne sont pas aux normes comme on veut nous le faire croire, ça va encore contaminer. Et nous aurons, je suis désolé, une contamination irréversible et catastrophique. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Très bien. Restez avec nous, docteur Sidi Menad. C'est très clair. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un aveu aussi d'une dépendance de notre économie des hydrocarbures quand on parle de l'exploitation du gaz de schiste? Et on le sait très bien ce qui s'est passé en 2015. Les populations, surtout d'Ain Salah et tout, se sont opposées
Nazim Taleb. Je ne sais pas s'il est avec nous, Nazim Taleb. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Et souvent, on parle aussi de cette diversification du côté donc du pouvoir, des autorités. On parle de la diversification de notre économie, alors qu'on est en train donc de voir qu'il n'y a pas de diversification. On est toujours dans cette logique de dépendance en hydrocarbures. Nazim Taleb? Ah, on a perdu Nazim Taleb. La question est à vous, Azdine Toumi. D'abord, moi, je me dis, est-ce que l'Algérie va partir sur le gaz de schiste? Est-ce que par obligation ou par choix? Je pense que ce conflit qui est au Moyen-Orient, qui est issu de cette agression des Américains et des Israéliens contre l'Iran, a mis une tension extraordinaire sur l'énergie d'une manière générale et puis sur le gaz d'une manière particulière. Et souvenons-nous, quand le conflit russo-ukrainien s'est déclenché, l'Algérie a tout de suite, après l'embargo qui a été décidé contre le gaz russe et le pétrole russe, l'Algérie s'est dépêchée pour rassurer les Européens quant à l'approvisionnement en gaz, et clairement l'Algérie a été disposée à remplacer ce déficit qui était le gaz russe. Donc on était dans l'obligation d'augmenter nos approvisionnements par rapport aux Européens, chose qui ne s'est pas passée. Donc si on prend les chiffres, les exportations en gaz d'une manière générale de l'Algérie, depuis 2023, ils ont chuté de 49 milliards de mètres cubes à 45 milliards de mètres cubes. Donc, pourquoi? Parce que la production n'a pas augmenté pour des raisons évidentes. D'abord, il n'y a pas eu d'investissement, des investissements nécessaires pour augmenter la production gazière dans notre pays. Il n'y a pas eu de découverte de nouveaux gisements importants, comme le gisement de Hassermel qui constitue aujourd'hui pratiquement presque la totalité de notre richesse et 60% de notre production gazière. Et puis il y a aussi la consommation locale qui ne cesse d'augmenter. Donc vous n'avez pas la production n'augmente pas et la consommation locale augmente, donc ça fait diminuer. Et puis sur le marché du GNL, qui est le gaz liquéfié, où aujourd'hui il y a plus d'intérêt sur ce marché-là, qui est un marché spot, parce que quand on parle des contrats à long terme avec les Italiens, les Espagnols, les prix sont pratiquement fixes, même s'ils sont révisés, mais c'est des révisions qui ne sont pas importantes. Mais par contre, le GNL, c'est le marché spot. Aujourd'hui, les prix, ils ont explosé. Et les Qataris, qui sont parmi les leaders mondiaux dans ce domaine-là, ont vu leur production diminuer de 20%, c'est ce qu'ils ont déclaré. Les Américains, vu la géographie, c'est vrai, ils sont beaucoup présents sur ce dossier-là, sur ce marché-là, qui est le spot, mais la géographie, donc ils sont loin le coût du transport, etc. Nous, on pouvait être, et notre production du général avait chuté aussi de 2023 de 13 millions de tonnes, on est tombé à 9,5 à peu près millions de tonnes. Donc aujourd'hui, nos livraisons vers l'Italie ont diminué, nos livraisons vers l'Espagne ont diminué. C'est pour ça que notre pays est en train de manquer une occasion en or, parce qu'il faut couvrir justement ce manque dans le gaz chez les Européens. Sinon, rien ne garantit que le gaz russe ne reviendrait pas sur le marché européen. On sait très bien que la diplomatie aujourd'hui, que les changements géopolitiques sont en train de bouleverser les principes même de l'ordre mondial qui était avant ces deux conflits-là. Donc aujourd'hui, on n'exclut pas le retour de ce gaz. Donc dans ce cas-là, l'Algérie aurait perdu sa place. C'est pour ça que moi je me dis que l'Algérie peut-être a les contraintes d'aller vers ce secteur-là qui est le gaz de schiste pour pouvoir garantir l'approvisionnement des Européens et assurer
et assurer le maintien de son marché en Europe. Mais revenons le côté écologique, etc. C'est vrai, comme l'a dit votre invité, d'abord l'exploitation de gaz nécessite des moyens importants, des forages importants. C'est pas comme le conventionnel où on a un forage, puis on exploite pendant 50 ans, pendant un siècle un forage. Là, le gaz de schiste, il faut fracturer, il faut faire des milliers de forages, puis fracturer la roche, récupérer le gaz à l'aide de produits chimiques, etc. Après, il faut reboucher parce qu'il faut changer d'endroit. Donc, reboucher, après, c'est traité ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout laisse à croire que la technologie n'est pas encore arrivée au point où de garantir une exploitation saine, sans danger sur l'environnement et sur les écosystèmes locaux, y compris les Américains qui sont très avancés dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'il y a des garanties? Moi, je pense, si nous regardons, il y a du gaz de schiste en Europe, il y a ailleurs, mais ils refusent de l'exploiter parce que justement, aujourd'hui, il n'y a pas assez de garanties pour permettre de faire cette exploitation sans nuire à l'environnement ou sans causer des dégâts irréversibles. C'est ça. Les dégâts réversibles, c'est toujours, on peut toujours se rattraper. Mais quand c'est irréversible, donc c'est des dégâts importants. Donc aujourd'hui, l'Algérie, elle doit investir. D'abord, moi je ne suis pas contre qu'elles investissent, que le pays mette des sommes d'argent sur l'investissement par rapport à l'exploration, faire de nouvelles découvertes en énergie, dans le pétrole, dans le gaz, etc. Et dans d'autres minerais, à condition en parallèle d'utiliser cet argent pour investir ailleurs et diversifier notre économie pour sortir justement de cette dépendance aux hydrocarbures. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on continue à exploiter ce qu'on a. On n'arrive pas à augmenter nos productions. Et puis le gaz de schiste aussi, il faut savoir que le prix de revient n'est pas le même que le gaz conventionnel, qu'aujourd'hui, si les prix se maintiennent à ces niveaux-là, c'est intéressant d'investir sur ce terrain-là, mais demain, si le prix mondial chute, on pourra se retrouver dans des difficultés dans son exploitation. Très bien. Reste avec nous, Azdine Toumi. Et bien sûr, on va revenir aussi sur cette visite du ministre des Affaires étrangères espagnol, qui est aussi dans cette logique de demande des énergies, mais aussi du gaz, de l'exportation de gaz algérien en Espagne, qui contraste aussi avec la relation algéro-française, puisqu'il y a eu cette convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger. D'abord, on regarde cette vidéo, les déclarations du ministre des Affaires étrangères espagnol. L'entretien que j'ai eu avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi que ma visite aujourd'hui et demain en Algérie confirment une nouvelle fois le caractère privilégié de nos relations avec l'Algérie. Un pays voisin avec lequel nous partageons des liens étroits. L'Algérie est un partenaire stratégique et avant tout un ami avec lequel nous entretenons des relations humaines et des intérêts communs, notamment en matière d'avenir et de stabilité en Méditerranée et en Afrique. La langue espagnole et les relations culturelles constituent un élément important de nos liens. C'est pourquoi je me rendrai demain dans la ville d'Oran pour inaugurer un centre Cervantes dans cette ville. Parmi les aspects de nos excellentes relations bilatérales, on note la forte hausse des exportations espagnoles au cours des 2 dernières années. Les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent une croissance annuelle. En 2025, le volume des échanges a atteint 8,5 milliards d'euros. Quant à nos exportations depuis l'Algérie, elles ont triplé l'année dernière par rapport à l'année précédente. La présence de plus de 100 entreprises espagnoles témoigne du dynamisme de nos relations économiques. Voilà, donc la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol. Algérie, Hassan Tebboune décide donc de relancer le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Il a été rompu en 2022 après donc la position de l'Espagne qui a changé par rapport à la question du Sahara occidental. Rappelons les attaques qu'a subi le même ministre que vous venez de voir, Albares, par donc l'agence de presse officielle, l'APS,
donc en 2022, l'agence de presse algérienne s'en prend au ministre espagnol des Affaires étrangères. Cela fait 3 mois que les relations entre l'Algérie et l'Espagne sont émaillées de crises. Jeudi le 16 juin, l'APS, et en 2022, bien sûr, ce titre, en 2022, l'agence de presse officielle algérienne a mené une attaque virulente contre le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, dans un article. Il est accusé d'incompétence et d'amateurisme, et beaucoup plus que ça, pour ne dire que c'est qualificatif. Et bien sûr, c'était en 2022. Maintenant, Tebboune a décidé donc de relancer le traité d'amitié et de bon voisinage et de coopération. Tout ça pour ça. C'est posé beaucoup de nos amis qui suivent cette question des relations entre l'Algérie et l'Espagne. Pourquoi on arrivait donc à cette situation? Pourquoi rompre ce traité d'amitié en 2022, 4 ans de gel. Qu'est-ce que vous en pensez? Nazim Taleb est avec nous, donc on l'a perdu. Nazim Taleb, désolé, il y a eu un petit souci. Nazim Taleb, si vous voulez bien sûr rebondir sur la question du gaz de schiste et la diversification de notre économie, vous êtes libre, mais aussi on est en train de parler de cette visite du ministre des Affaires étrangères espagnol après 4 ans de brouille, 4 ans de gel, la relance du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Nazim Taleb. Bon, concernant le gaz de schiste, encore une fois, malheureusement, le gros problème en Algérie, c'est pas qu'il y ait des projets ou pas. La question, c'est qu'il n'y a pas de consultation. Le peuple est complètement mis hors équation. On ne consulte pas, on ne lui présente pas ce qu'il y a. On sait pas. Au fait, le gaz de schiste, ça dépend bien sûr où est-ce qu'il est exploité. Il peut présenter des dangers énormes premièrement sur l'aspect écologique, sur la pollution des Alpes, des nappes albiennes. Il peut être coûteux, on ne sait pas est-ce que c'est rentable ou pas. Sa rentabilité est à quel prix du baril, parce qu'on sait très bien que, par exemple, la roche en Algérie, on doit creuser d'une manière assez profonde. Que parfois on doit traverser la nappe albienne pour accéder à cette roche. Donc le gros problème, c'est pas qu'on n'exploite pas nos ressources ou le problème, c'est que tout se fait dans l'obscurité. On ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi les études qui ont été faites, les essais qui ont été faits, c'est quoi le rendu, etc. C'est ça le problème. C'est encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait, c'est une boîte noire. On ne sait pas, par exemple, lors de la visite de Meloni, qu'est-ce qu'elle est venue exactement faire, parce que déjà les contrats que Sonatrach fait avec ses partenaires, notamment italiens et espagnols et turcs, on ne sait pas à quel prix on vend notre gaz. Est-ce que c'est du prix spot? Est-ce que c'est du prix un contrat à long terme? Il est révisé chaque année et à quel pourcentage? Et c'est quoi? Sur quels critères il est révisé. Donc, on ne sait pas. Autant que citoyen algérien, ce n'est pas normal que l'Algérien ne connaisse pas à quel prix son gaz il est vendu. Et ce n'est pas normal que l'Algérien ne sait pas les risques du gaz de schiste. Qu'est-ce qu'il pourrait ramener? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Et encore une fois, malheureusement, on a l'impression que depuis 60 ans, on parle que de ça. Donc, on parle du pétrole, maintenant on parle des minerais, maintenant on parle du gaz de schiste. Et au fait, on est toujours dans une économie tout à fait entière qui dépend finalement que de ce qu'on peut extraire au sous-sol. Mais on ne parle pas de nos universités, de nos chercheurs, les publications scientifiques, notre place au niveau de la technologie, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la nanotechnologie, au niveau de tout ça, on n'en parle pas. On a l'impression qu'on parle que de Tsarab,
et pétrole ou gaz. C'est tout. Et c'est ça qui est quand même malheureux. Nazim Taleb, ceux qui disent que c'est une opportunité pour l'Algérie, surtout par rapport au contexte mondial actuel, et qu'on sait que, par exemple, les États-Unis, le Canada et la Chine sont de très gros producteurs du gaz de schiste. Pourquoi pas l'Algérie? Encore une fois, moi, je ne suis pas dans l'absolu contre produire quoi que ce soit. Mais il faut qu'il y ait des études, Nasser. Il faut en fait, il faut qu'on nous dise, par exemple, que les États-Unis... Pour vous, la transparence est très importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de transparence, il n'y a pas assez de débat. On sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu beaucoup de débats. Et aujourd'hui, il y a énormément de class actions, c'est-à-dire des citoyens qui se regroupent pour arrêter le fractionnement dans leur région parce qu'ils se sont rendus compte que la nappe phréatique a été complètement polluée par les produits chimiques, sachant que pour pouvoir exploiter du gaz de schiste sur une nappe bien particulière ou sur un forage bien particulier, déjà le forage, sa durée d'exploitation est de 5 ans, il nécessite à peu près 50 000 mètres cubes d'eau pour le forer et à peu près, je ne sais pas combien de milliers de produits chimiques, et c'est surtout pas des produits chimiques simples, c'est quand même des produits chimiques très très corrosifs, très toxiques s'ils rentrent en contact avec la nappe albienne. Donc je ne sais pas moi, la nappe albienne, est-ce qu'elle est très profonde, est-ce qu'elle n'est pas profonde, est-ce que la roche elle est beaucoup plus profonde que la nappe albienne, donc la contamination elle est beaucoup moindre qu'aux États-Unis. On ne sait pas encore tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'exprimer sur un projet si on ne connaît pas les détails de ce projet. Ça peut être une bonne opportunité, comme ça peut ne pas être une bonne opportunité. Mais c'est au peuple de décider. Il faut être transparent avec son peuple et ne pas faire tout ça dans les coulisses. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que déjà l'Algérie c'est une région aride du globe. Donc si on contamine une nappe albienne qui est quand même l'une des plus importantes au monde, c'est une vraie catastrophe. Parce que le gaz et le pétrole, on va vite se rendre compte qu'on ne peut pas les bouffer et on ne peut pas les boire. Par contre, l'eau, si on manque d'eau, là, ça va être une grosse problématique aussi bien pour notre génération que pour les générations futures. Mais encore une fois, Nasser, il ne faut pas partir du postulat qu'on est contre, il faut partir surtout du postulat qu'il faut avoir de la transparence pour mener nos projets. Et malheureusement, on ne les a pas. On décide de faire du chemin de fer à Rajbilat, on décide de faire maintenant jusqu'à Tamen Rasset, on va faire des trucs jusqu'à Ouadsouf. Mais c'est quoi les études? Il faut les présenter devant un Parlement qui est élu, qui représente une vraie volonté populaire. Il n'y a rien de tout ça. Ça se décide en haut et on voit les résultats 60 ans après. Une Algérie toujours aussi dépendante des hydrocarbures. Et pourtant, M. Tebboune, ça fait quoi? Ça fait maintenant 6 ans qu'il est aux commandes. Eh bien, nos exportations d'hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures, notamment tout ce qui est adjuvant et les produits azotés, constituent à peu près 96-97% de nos exportations. Donc, ça veut dire rien n'a changé. Il n'y a pas d'Al-Jazeera El Jadida. El Jadida, elle est à la télé, à l'ENTV. Mais dans la réalité, quand vous prenez même les chiffres de l'ONS, en fait, nos exportations de biens, ils ont diminué et le poids des hydrocarbures dans l'économie algérienne, il est toujours aussi important, à peu près 90%. Vous rajoutez 6-7% des produits dérivés, qui sont des produits dérivés, par exemple, comme je disais, azotés, ou là des huiles, ou là, etc., des produits dérivés du pétrole et du gaz. Et donc, on arrive à peu près à 96-97% d'exportation algérienne constituée d'hydrocarbures. Et puis, c'est tout. Et pour revenir à votre point sur les relations, et là, ils veulent relancer les relations avec l'Espagne, c'est quand même bizarre. Parce qu'il y a 4 ans, ils ont parlé de rupture avec l'Espagne, n'est-ce pas? Absolument. Sur la base, et là, Nazim Taleb, juste pour votre information, Tebboune donc a décidé
de relancer le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Il y a eu une réaction de la presse espagnole. Il y a un titre même à Maghreb émergent, Albarès à Alger, le gaz respirateur artificiel d'une relation sous contrainte. C'est ce qu'a dit la presse espagnole. 4 ans donc après le froid diplomatique provoqué par le revirement de Madrid sur le Sahara occidental, la visite de José Manuel Albarès à Alger ne marque pas une réconciliation pleine, mais un retour pragmatique au dialogue. La presse espagnole s'accorde sur l'importance de la rencontre, mais diverge sur le prix que l'Espagne paye pour ce dégel. Et là, bien sûr, on n'arrive pas à comprendre tout ça pour ça, Nazim Taleb. Moi, sincèrement, je ne vois pas le revirement de la position espagnole sur la question du Sahara occidental. Je ne sais pas, peut-être qu'il manquait quelque chose durant les 3 ou 4 jours qui sont passés. Non, en 2022. Oui, en 2022, pourquoi il y a eu une rupture des relations? Ils ont arrêté les vols, les exportations, etc. Pas les exportations, mais plutôt les importations. Le revirement de Madrid sur la question du Sahara, c'était en 2022. Parce qu'il n'y a pas de rétro-bédalage, il n'y a pas de changement de position. Justement, c'est pour ça que c'est une grosse contradiction. C'est-à-dire que l'Espagne, on a pratiquement rompu les relations, du moins on a rompu les relations économiques, peut-être pas diplomatiques, mais c'était quand même des relations très tendues. En 2022, suite à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par les autorités espagnoles. Donc on a fait ça sur cette base-là, on est bien d'accord. En 2026, on relance la coopération et le traité d'amitié entre l'Espagne et l'Algérie, alors que l'Espagne n'a toujours pas changé sa position sur la marocanité du Sahara occidental. Donc finalement, on a fait du blabla, on a bombé le torse, on a fait, comment dirais-je, les musclés pour pas grand-chose, puisque finalement, 4 ans après, on est toujours au point de départ sur la marocanité du Sahara occidental qui a été reconnue par l'Espagne. Donc ça envoie même un signal de faiblesse concernant les autres pays. Ils vont se dire, finalement l'Algérie, ils rézafou chouïa, et 3-4 ans après, ils vont revenir à de bons sentiments. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va empêcher la France? C'est pour ça qu'elle l'a fait. Parce qu'ils savent très bien que c'est un régime qui est complètement faible et qui ne peut pas se passer de l'Europe, notamment sur ses exportations. Parce que le régime sans exportation de gaz et de pétrole, il tiendra pas une semaine. Hein. Donc, encore une fois, on sait très bien que la légitimité de ce régime, où est-ce qu'elle est? C'est sur son partenariat avec les Européens et aujourd'hui avec les Américains. Regardez aussi le revirement de la diplomatie algérienne concernant Trump. Aujourd'hui même, je crois que c'était hier, Tebboune, il a même condamné l'Iran sur les attaques sur les pays arabes. Les pays du Golfe. C'est-à-dire même pas une condamnation de ce qui a poussé l'Iran à attaquer les pays arabes. C'est-à-dire même pas dire, il condamne l'attaque des États-Unis et d'Israël sur l'Iran. Même pas ça. Il condamne juste l'Iran sur l'attaque des Iraniens sur les bases américaines implantées dans les pays arabes. C'est vous dire qu'il ne nous reste plus rien. On est un État en déliquescence la plus totale. On n'a plus de position auquel on pouvait se référer, à savoir les pays des non-alignés, le bloc anti-néolibéral et impérial. On n'a même pas été accepté parmi les BRICS, alors que c'était pratiquement une position assurée qu'on allait adhérer aux BRICS. Pour vous dire, même Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, il a dit on a accepté que les pays qui ont un certain poids, c'est-à-dire que l'Algérie, finalement, c'était un message pour leur dire vous n'avez aucun poids et que vous êtes à la marge des nations, en fait, malheureusement. Et donc, c'est ça, l'Algérie. Où est-ce qu'on a mené l'Algérie? C'est-à-dire un pays qui se vassalise de plus en plus, malheureusement. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Azdine Toumi, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr,
cette reprise de relations avec l'Espagne, la visite donc du ministre des Affaires étrangères. Abdelmadjid Tebboune décide de relancer le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération après 4 ans de gel, mais aussi, en même temps, la convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France par le ministère des Affaires étrangères algérien, après la prolongation donc la prolongation donc de prison concernant l'agent consulaire algérien en France, bien sûr. On va d'abord regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. Et ce communiqué à présent du ministère des Affaires étrangères, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué le 26 mars courant au siège du ministère des Affaires étrangères. Cette convocation a eu pour objet d'élever dans les termes les plus fermes une protestation contre le renouvellement hier pour une durée supplémentaire d'1 année de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. L'attention du diplomate français a été fermement appelée sur le fait que l'agent consulaire algérien faisait déjà l'objet d'une détention provisoire d'1 année, et ce depuis le mois d'avril 2025, en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Dans ce même contexte, il lui a été fait part d'une très vive réprobation quant au traitement inqualifiable que subit l'agent consulaire algérien depuis son incarcération et qui a permis de révéler la première visite consulaire autorisée dont il a bénéficié le 17 mars courant. Enfin, il a été notifié au chargé d'affaires français le fait que cette décision, difficilement justifiable ou recevable, aura inévitablement des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Azdine Toumi, une diplomatie qui tâtonne, qui est dans la réaction. On n'arrive plus à comprendre. On pensait qu'il y a eu un dégel avec la France après la visite donc, du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez à Alger. Abdelmadjid Tebboune avait parlé même l'ambassadeur de France est à nouveau le bienvenu en Algérie. Et on parle bien sûr de l'ambassadeur Stéphane Romaté, qui était désigné comme persona non grata il n'y a pas longtemps, après donc ce reportage sur France 2. Et bien sûr le retour, cette visite du ministre des Affaires étrangères espagnol, et on décide donc de relancer le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération après 4 ans de gel. Votre réaction? D'abord, ce n'est pas les mêmes relations. Hein. La relation algéro-française, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus profonde. Mais Azdine Toumi, si on prend un peu, qu'est-ce qui a provoqué ces crises, Azdine Toumi? On parle du même problème, puisque la France a eu un changement de la France vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Et je pense que c'est la même chose aussi en 2022, la position de l'Espagne qui a changé vis-à-vis de ce dossier. Je vous laisse la parole, Azdine Toumi. Oui, effectivement. Donc, ce n'est pas les mêmes relations, mais le début des dernières crises donc, avait comme point de départ le même dossier, c'est les positions de ces deux pays-là par rapport à la question sahraoui. Et on ne peut pas aujourd'hui assister à ce qui se passe dans nos relations diplomatiques et avec la France, et avec l'Espagne, et avec les pays du Golfe, avec les États-Unis, sans signaler qu'il y a un changement dans notre doctrine diplomatique, qu'on le veuille ou non. Le chef de l'État, dans sa dernière sortie médiatique, avait dit clairement que les relations de l'Algérie avec les pays du monde n'est plus conditionnées par un quelconque dossier. Mais avant, ce dossier du Sahara constituait un élément important, en tout cas constituait et pesait sur la relation entre les deux pays. Est-ce que l'Algérie a laissé tomber le dossier sahraoui? Non, bien sûr, évidemment. Il reste toujours au cœur du combat diplomatique de l'Algérie, que ce soit dans des instances internationales, que ce soit sur le terrain, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est en train d'assister à quelque chose, à une métamorphose. C'est comme si
la diplomatie algérienne essaye de soustraire sa relation et sa diplomatie avec les pays du monde de cette contrainte qui est liée à ce dossier. Maintenant, revenons à la France. La France, la relation elle est beaucoup plus compliquée que ça, elle est beaucoup plus complexe, comme je l'avais dit. Donc, il y a un retour, ce qui est appelé comme dégel, il y a un retour en négociation, mais qui est en train de faire des concessions. Je pense que la France a posé ses conditions, qu'elle ne veut plus faire marche arrière sur beaucoup de dossiers, et cela est lié au contexte politique interne et propre à la France. Il y a une pression de la droite, une pression de la droite dure, de l'extrême droite. Il y a la pression des médias, parce que l'emprisonnement de Boualem Sansal avait porté le dossier des libertés sur la scène publique en France, et ça a quand même eu beaucoup d'influence sur l'opinion publique. Donc aujourd'hui, même ceux qui sont au pouvoir en France ne peuvent pas, n'ont pas une grande marge de manœuvre par rapport à ces dossiers-là. Il y a ce dossier le renouvellement du mandat de dépôt de cet agent consulaire. En fait, il cache un dossier qui est épineux, un dossier lourd, donc qui est lié à une enquête de kidnapping, etc., sur le sol français. D'abord, il y a ce dossier des OQTF qui relève justement parmi les dossiers sur lesquels peut-être Arnunez avait travaillé à Alger. C'était sur ce dossier-là, ce dossier de cet agent consulaire, mais les autorités françaises ne peuvent pas aller plus loin sur ce dossier qui est entre les mains de la justice. En France, il y a une justice indépendante. Il n'y a pas cette possibilité d'intervenir, de prendre un téléphone et d'appeler un juge pour permettre de régler ce genre d'affaires. Donc, c'est pour ça que cette relation, elle est loin d'être réglée, d'autant plus que la France, comme je l'avais dit, sur la table de négociation, certainement, elle ne va pas céder sur les accords de 68 qu'elle veut renégocier, sur le dossier des OQTF, sur cette enquête qui est liée à cette mise au dépôt de cet agent consulaire, ni sur les visas qui ont été imposés pour les diplomates, ni sur les restrictions liées aux activités des diplomates sur le sol français. Donc, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas une question de gaz et du Sahara uniquement. Donc dans ce contexte-là, l'Italie n'a pas pu, pourquoi l'Algérie était pas dans l'obligation, mais en tout cas, naturellement revenir à ses relations normales avec l'Espagne, avec lequel il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup d'échanges au-delà du gaz, il y a beaucoup d'échanges. L'Italie, finalement, à part l'énergie, à part les investissements dans l'énergie, l'automobile, c'est vraiment très, très timide. Donc, il n'y a pas vraiment de gros investissements sur le sol algérien. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Merci à vous tous. On est arrivé à la fin de cette émission. J'aurais aimé vous donner plus de temps. Merci donc à tous mes invités, Mira Bouraoui qui était avec nous dans la première partie de cette émission. Merci à Dr Sidi Mennad Si Ahmed. Merci à vous, Nazim Taleb. Merci aussi à Azdine Toumi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum Saha. Qawa ala khair.